Donc, je voudrais d'abord remercier mes collègues, Andreas Menzel et les organisateurs de ce colloque, parce que j'ai toujours plaisir à revenir vers le marketing qui avait marqué comme terrain le début de ma vie académique. En fait, donc je ne suis pas marketeur, je pense que ça c'est important de le dire. Je ne prétends pas avoir une expertise comme la vôtre dans ce domaine, mais c'est une discipline que j'aime beaucoup, en fait, parce qu'elle est intéressante et très diverse. Et je travaille aussi, mes principaux collègues, en fait, sont dans cette discipline. Il ne faut pas le dire du tout à mes collègues sociologues. Et comme j'aime le marketing, auquel j'avais consacré ma thèse, je suis un peu inquiet par le cri d'alarme que je découvre aujourd'hui quant à l'état dans lequel se trouverait, et j'emploie le conditionnel, la discipline. Parce que le titre que vous avez sous les yeux, en fait, il m'a été imposé. Comment en est-on arrivé là ? Mais je l'ai laissé. Je trouve que c'est intéressant de répondre à la commande et de regarder comment on peut penser le marketing aujourd'hui en remontant un peu aux origines. Donc je veux bien remonter aux origines, mais j'espère qu'on se trompe quand même sur le point d'arrivée un petit peu. C'est le marketing d'une discipline extrêmement riche, diversifiée, et bien sûr, elle peut rencontrer des difficultés, mais aussi se nourrir de sa critique. Et je suis certain que beaucoup de perspectives s'offrent à lui pour aller plus loin, ailleurs et mieux. Alors, à travers en fait, ce que je voudrais dire, c'est peut-être la perte d'efficacité, peut-être parce que c'est un point que je vais aborder. Personnellement, je resterai sur la réserve parce que je ne suis pas en position, moi, de juger le marketing sur la dimension morale ou identitaire. Souvent, quand on s'auto-flagelle, ça c'est à vous de le faire. Moi, je ne vais pas vous accabler de l'extérieur. En fait, je vais faire un retour en arrière et, à travers ce retour en arrière, évoquer certaines perspectives, certaines difficultés qu'on constate aujourd'hui. Bien sûr, mon diagnostic et mes suggestions se veulent très modestes, car le marketing est une discipline qui a tellement c'est très segmenté, en fait. J'ai même dit que la discipline du marché est un marché de discipline aussi, c'est-à-dire il y a de la psycho, même des gens qui viennent de la physique, etc. Et donc je ne prétends pas du tout connaître cette discipline dans son ensemble, et donc c'est pas du tout, je dirais des choses de manière un peu péremptoire, mais c'est pour retenir votre attention, et c'est pas du tout sur le registre de la leçon, mais plutôt d'une invitation au dialogue. D'ailleurs j'espère vous faire sursauter, c'est un peu le but. Je vais revenir sur l'histoire du marketing pour comprendre ces problèmes actuels. Et je dirais, en fait, Andreas Menzel, ça me rassure, l'a dit il y a quelques minutes avant moi. En fait, l'un des problèmes du marketing, c'est une perte de sens. C'est-à-dire, on oublie, surtout en France d'ailleurs, c'est lié au vocabulaire où très vite, marketing, ça veut dire push, là. Bon, c'est vrai, c'est pas le français, mais la communication, la vente, pousser les produits. Mais à l'origine, marketing, en fait, c'est simplement un girondif. Ça veut dire c'est la mise en marché. Hein. C'est commercialisation. Voilà. Comment mettre en marché, comment commercialiser. Et c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à restreindre la relation juste B2C, alors que le marketing est beaucoup plus riche. Donc, en ce sens, et j'insisterai vraiment là-dessus, bien sûr, le marketing fait intervenir des consommateurs, mais aussi, et là c'est là où je me situe en complément, si vous voulez, des dispositifs marchands, des techniques qui travaillent cette relation, et puis bien sûr les spécialistes de ces dispositifs qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que les marketeurs font partie du fonctionnement des marchés. Et donc c'est ce triptyque qui permet à mon avis de comprendre ce que c'est que la consommation et pas simplement regarder l'un des points qui est les consommateurs. Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est vous expliquer un peu ça en suivant le plan suivant.
D'abord, je vais rappeler, j'avais utilisé dans cette vieille thèse une métaphore qui est celle du jeu de la main chaude. Il y a une main qui en recouvre une autre, qui en recouvre une autre, etc. Et en fait, la main, on connaît la main invisible du marché, mais en fait, il y a d'autres instances qui ont voulu prendre la main sur le marché. Et l'histoire du marketing, c'est sans arrêt inventer de nouvelles médiations en disant qu'elles sont meilleures que celles qui l'ont précédé. Donc je vais rappeler ça un petit peu et en venir à ce que j'ai mis, ça va jusqu'à la main de silicium. L'un des problèmes actuels, c'est en fait l'irruption du digital dans la relation marchande qui quitte complètement l'expertise que dans une institution comme ici, on tend à diffuser auprès des étudiants. Puisqu'aujourd'hui, maintenant, il y a des algorithmes qui font le marketing en même temps que la vente. Donc ça, voilà, donc vous voyez, c'est plus autour de l'efficacité que de la dimension morale que je voudrais en venir, mais ça, c'est la fin. Ensuite, j'essaierai d'envisager l'histoire du marketing comme une peau de chagrin, parce que pour aller dans votre sens, là, un peu pessimiste. C'est-à-dire, c'est très étrange parce que dans les années 60, à la fin des années 60, il y a eu un grand mouvement d'élargissement du marketing. Et ce mouvement-là a doté le marketing d'une autre branche qui est absolument considérable, qu'on appelle la consumer research. Mais paradoxalement, il me semble qu'aujourd'hui, elle occupe trop de place. Et donc, on a tendance à réduire le marketing aux études du consommateur. Troisième point, donc c'est m'en prendre un peu, mais avec affection, à la consumer research, parce que c'est là où je suis en concurrence, en fait, donc c'est un espace marchand, et voilà. Et puis, quelques pistes pour finir, en vous présentant un petit peu les approches qui sont soutenues par certains sociologues dont je fais partie, mais aussi des gens de marketing pour enrichir un peu la vision du marketing. Donc, alors, attendez, je me trompe d'ordinateur. Donc, je voudrais d'abord commencer par ce jeu de la main chaude. Hein. Donc, en fait, l'idée, c'est la maîtrise du marché. Hein. On veut avoir prise. Hein, c'est Alfred Chandler, le grand historien des affaires américain, qui a expliqué qu'on passait de la main invisible du marché à la main visible des managers. Hein. Parce que les grandes entreprises, elles ont la capacité d'orienter à elles-mêmes le marché, alors qu'avant on le subit comme la météo. Et s'il pleut, il pleut. Et il y avait toujours cette idée que le marché, en fait, est une sorte de fatalité. On est tout petit face au marché. Voilà. Alors, avec la naissance de la gestion moderne, il y a cette idée qu'on va pouvoir prendre la main sur le marché. Donc vous avez une première main visible. La main visible, vous ne l'avez pas sous les yeux puisqu'elle est invisible. D'accord ? Voilà, qui apparaît. Et à partir de là, s'enclenche un jeu qui est que on va vouloir contrôler le marché et beaucoup d'acteurs vont se mettre à prétendre contrôler le marché. Voilà. Alors je ne peux pas reprendre l'historique. Si jamais ça vous intéresse, lisez le livre admirable de Suzanne Strasser qui s'appelle Satisfaction Guaranteed, The Making of the American Mass Market, hein, qui est un grand livre d'histoire. Mais donc on explique que les grossistes, par exemple, ont remplacé les marchands ambulants. C'est eux qui ont proposé des services pour connaître le marché, pour placer leurs produits. Mais les fabricants, très vite, ont remplacé les grossistes. Hein. Parce que les fabricants ont dit on n'a plus besoin d'intermédiaires parce que maintenant on a des marques qui sont reconnaissables à l'échelle de l'ensemble du marché et donc les fabricants deviennent les médiateurs de connaissances sur le marché. Donc ça vous fait une deuxième main. Et puis dans ma thèse, j'avais dit que c'était la dernière, mais je me trompais. Le marketing universitaire apparaît sur ces entrefaites et disent qu'ils vont remplacer tous les autres. Parce que autrefois, pour avoir une connaissance sur le marché, il fallait envoyer des gens, recueillir des informations, etc. Grâce aux études, vous allez pouvoir construire une connaissance distante et avoir prise sur le marché. Et donc, on construit des modèles, on met en place des statistiques, etc. Et il me semble que l'état actuel, en fait, on en est là. Hein.
C'est-à-dire, c'est cette main de silicium, c'est les automates, les algorithmes de Netflix, de Google, beaucoup de petites sociétés, je ne sais pas, enfin, Jean-Paul Crane, donc Devatix, enfin, qui développent et puis vous entendez parler de machine learning, etc. Et donc la connaissance sur le marché est extraite par l'analyse des données. Hein, c'est le mouvement des big data. Et je reviendrai là-dessus plus largement à la fin de mon exposé, mais ce qu'il faut bien se rendre compte, là, il y a un réel danger pour une profession comme la vôtre, sauf à se transformer en informaticien. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des entreprises d'informatique qui construisent la connaissance sur les marchés. Et il se passe très bien de toute formation au préalable en gestion. Parce que l'un des points, c'est le machine learning n'a pas besoin de théorie du marché. C'est des algorithmes qui brassent des données et on établit des corrélations. Bon, voilà. Donc voilà le chemin que je voudrais parcourir. Donc la question, c'est comment en est-on arrivé là, hein? Donc je voudrais raconter un peu cette histoire et vous dire, enfin pas grand-chose parce que j'ai peu de temps, mais peut-être insister sur des choses que tout le monde ne connaît pas et qui me semblent personnellement, c'est pas parce que j'ai travaillé sur l'histoire du marketing, mais je suis convaincu, pourtant ça fait bientôt 20 ans, mais qu'avoir présent ça dans la tête, ça aide pour ceux qui sont appelés à devenir des spécialistes du marketing. Enfin, c'est très utile de savoir d'où vient cette discipline. Le marketing comme discipline académique a été fondé aux États-Unis, disons, à l'extrême fin du 19e siècle et plutôt dans les premières années du 20e. Et les premières universités aux États-Unis qui se sont occupées de commercialisation, c'est dans le Middle West. Pourquoi le Middle West? Parce que en fait, bon, et après, enfin, l'un des points, c'était des gens qui avaient reçu une formation en Allemagne, dans une formation d'économistes, ce sont des économistes qui ont étudié la commercialisation, et c'est l'école historique allemande, qui est une école institutionnaliste, donc ça n'a rien à voir avec l'économie libérale, et c'est plutôt une économie qui est sensible à la structuration institutionnelle des marchés, c'est-à-dire plutôt que de théoriser le marché, décrivons quelles sont les institutions qui le composent. Et ils ont été embauchés par des universités du Middle West, souvent ce qu'on appelle des land-grant universities, c'est-à-dire ce sont des universités d'État gratuites, mais qui avaient un rôle de soutien à l'économie agricole. Et pourquoi donc l'agriculture est très importante là-dedans? Parce qu'en fait, les problèmes de commercialisation les plus aigus existent d'abord dans le domaine de l'agriculture. Parce que le territoire des États-Unis est immense. À l'époque, il n'y a pas d'avion, la réfrigération est récente, les trains circulent très lentement. Et donc, une salade qui vaut, je ne sais pas, quelques cents aujourd'hui, demain, elle ne vaut plus rien. Et donc, la bonne commercialisation, c'est absolument indispensable. Voilà. Et donc, le premier manuel de marketing jamais publié est paru en 1916 et a pour titre « The Marketing of Farm Products ». C'est le marketing des produits de la ferme. Et je voudrais vous lire ce témoignage de Weld, qui en est l'auteur. Donc c'est un témoignage qui date de 41, mais c'est à la fin de sa vie, il raconte comment il est. Et voilà comment il décrit comment il est devenu prof de marketing. Alors, il dit, lorsque j'ai commencé à enseigner le marketing à l'automne 1913, il n'y avait pratiquement pas de littérature sur le sujet. Je devais aller sur le terrain et déterrer ma propre information. J'ai étudié de première main le mouvement du grain et le fonctionnement du marché à terme de la Chambre de commerce de Minneapolis. J'ai suivi personnellement l'envoi par bateau du beurre et des œufs et d'autres marchandises depuis l'affréteur de campagne du Minnesota en passant par les grossistes, intermédiaires et détaillants jusqu'à New York, Chicago et autres villes. Voilà. Et faire de la recherche en marketing au début du siècle, en fait, c'était décrire le fonctionnement des marchés concrets. Pas du tout
de faire des équations, de tester des hypothèses empruntées à la psychologie, d'appliquer des modèles empruntés à l'économie, à la recherche opérationnelle, etc. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, ça revient. Mais on a fait une sorte de... On a brûlé ces livres, si vous voulez. Enfin, ils n'ont pas été brûlés, mais plus personne ne va les lire. Et si vous allez dans les universités américaines et que vous allez à la bibliothèque et que vous regardez les thèses de marketing des années 30, ce sont de magnifiques monographies de marché. Voilà. Et je tiens à le dire parce que pour savoir comment les marchés fonctionnent, les étudier, ce n'est pas complètement idiot. Avant de les théoriser, de les modéliser, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est que le marketing s'intéressait au fonctionnement des marchés. Extraordinaire. Un marketing qui s'intéresse vraiment au fonctionnement des marchés. Aujourd'hui, on peut en discuter, je ne veux pas dire. Bon. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est son ancrage dans l'action publique. Parce que quand on dit marketing, on pense d'abord à des entreprises privées, pas mal intentionnées du tout, mais je veux dire des entreprises qui sont quand même sous contrainte de profitabilité, visant à gagner de l'argent, à vendre leurs produits. Et on oublie qu'en fait, le marketing s'est vraiment institutionnalisé dans un contexte très particulier qui est celui des années 30, de la crise de 29, et donc de l'administration Roosevelt. Et c'est très important parce que le marketing comme discipline s'est arrimé à l'expérience qui était très nouvelle aux États-Unis de l'intervention publique. Comme nouvelle forme d'expertise qui pouvait servir de modèle pour connaître l'état du marché américain et aussi le prendre en main. Parce que vous voyez, il y a une forme de parallélisme. Quand tout va mal dans l'économie, soit on laisse faire et on est libéral, en attendant des jours meilleurs, soit on fait comme Roosevelt en disant que les problèmes sont beaucoup trop graves pour attendre et qu'il faut développer une démarche volontaire qui a été celle de l'administration de Roosevelt et qui a servi aussi de modèle à celle du développement des sciences de gestion. Voilà. Et donc, je voudrais vous lire cet extrait aussi qui est tiré, c'est le premier éditorial, c'est la première page de l'ancêtre du Journal of Marketing. C'est 2 ans après, il est devenu Journal of Marketing, mais la première, j'essaie d'être fidèle aux sources, c'est American Marketing Journal, mais c'est le Journal of Marketing. Ils ont juste changé le nom c'est comme vous, pour faire plus simple ou plus visible. Et qu'est-ce qu'on lit dans cet extrait? On dit, alors que ce premier numéro part sous presse, la National Recovery Administration et la Great Cultural Adjustment Administration, les deux bras armés de l'administration de Roosevelt, font des efforts audacieux pour hâter le retour à la prospérité. Face à la spirale infernale descendante de la dépression, l'administration pense que la stabilité de l'emploi et des salaires adéquats est de la première importance pour fournir un marché de masse à notre production de masse. On dit que améliorer de manière volontaire l'économie, c'est créer des conditions pour aussi le marché de masse. Et la nation est unie dans un grand effort concret visant à donner à cette conception une mise en œuvre universelle. Parce que comme c'était nouveau, les milieux d'affaires en fait, ont soutenu la démarche nouvelle. Et les résultats seront étroitement observés par les cadres du marketing qui consacreront une attention croissante aux données et aux horaires comme indice des possibilités de vente. Voilà. Et derrière ça, il y a des innovations qui sont notamment la capacité de Roosevelt et de son administration à produire de la connaissance sur l'économie. Finalement, pourquoi autrefois laissait-on les marchés à leur libre fonctionnement? Tout simplement parce qu'on n'était pas capable de faire autre chose. Pour pouvoir intervenir sur les marchés, il faut en avoir une vision. Pour avoir une vision sur la manière dont fonctionnent les marchés, il faut des instruments. Or, ces instruments sont apparus
tard, parce qu'il faut constituer des appareillages statistiques sophistiqués à l'époque où il n'y a pas encore d'ordinateur. Et l'une des grandes innovations du keynésianisme, c'est pas du tout idéologique, c'est technique. Et c'est notamment le développement de la comptabilité nationale et puis aussi le recensement, hein, ce fameux census of distribution. Et donc, on voit apparaître des données statistiques sur le fonctionnement des marchés. Et donc, vous voyez à quel point les gens qui sont dans la gestion sont intéressés par ces connaissances nouvelles sur le marché, qui sont plus celles qu'on va déterrer physiquement, comme le faisait Weld quelques années plus tôt. Voilà. Donc, finalement, il va y avoir toute une série d'innovations qui sont des innovations techniques qui vont servir de support au développement du marketing universitaire. Donc, je voudrais simplement, à titre de mémoire, en mentionner quelques-unes de ces innovations. Et c'est vraiment ça, c'est le soubassement du marketing contemporain. Les premières études quantitatives, études de consommation, en fait, ou des études de marché, ça a été mis en place par un psychologue qui s'appelait Arlo Gale. Voilà. Donc c'est avant la crise de 29. Juste avant aussi, il y a eu le Harvard Bureau of Business Research. Ça, c'est le premier laboratoire universitaire de gestion, donc, qui fait des enquêtes locales. Très important, Gallup, l'invention des sondages. Hein, et des enquêtes par questionnaire, et puis aussi l'espèce de théâtre extraordinaire de la pertinence de la théorie des sondages grâce à l'élection, hein, qui démontre qu'un échantillon de 1000 vaut pour des millions, parce que cognitivement, tous les gens ont toujours du mal avec ça, mais grâce à l'élection, on peut valider les deux. Hein. Et puis, bien sûr, ce fameux recensement, dont j'ai dit l'importance, donc je ne vais pas répéter ce qui figure sur la fin de la diapositive. Donc, tout cela se poursuit ensuite dans l'après-guerre, avec évidemment la guerre apporte toujours son lot de ces traits schumpeteriens. Une guerre, ça détruit beaucoup, et dans cette destruction, il y a beaucoup d'innovation. Donc, une chose très importante dans la guerre, ça a été la recherche opérationnelle. Donc, c'est les mathématiques appliquées qui ont servi à planifier, par exemple, les bombardements de l'Allemagne, mais donc à utiliser la programmation linéaire, etc. Et tous ces gens qui avaient servi, il y a une belle série américaine qui s'appelle Manhattan, là-dessus, tous ces gens qui étaient des brillants ingénieurs et qui avaient servi à rationaliser des horreurs, et en même temps la liberté aussi, donc ça va ensemble, sont en panne de reconversion civile, et donc on voit l'idée de développer de la recherche opérationnelle. Voilà. Donc c'est pour ça la modélisation en marketing, ça viendra de ce patrimoine technique de la guerre, donc en modélisation économétrie statistique. Donc ça a pris un peu de temps à coloniser le marketing, parce que le marketing, lui, il avait ce patrimoine intellectuel lié à l'observation qualitative et empirique des marchés, hein, à la description des institutions telles qu'elles sont. Et donc la conversion au quanti, hein, ne s'est opérée que de manière pas du tout parce que tout d'un coup on pense que c'est mieux de faire comme ça. Ça a été plus ou moins imposé. Alors, pas imposé au sens, aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de l'enseignement supérieur comme chez nous, mais il y a des fondations. Et donc, les fondations Carnegie et Ford, en fait, ces fondations, elles ont beaucoup d'argent, et cet argent, elles essayent toujours de trouver du storytelling pour le distribuer, c'est-à-dire inventer une belle histoire pour justifier d'arroser, et à l'époque, c'était les écoles de gestion. Et en fait, il y a eu une réforme des sciences de gestion pilotée par la Fondation Ford, avec des millions de dollars à la clé, et elle était justifiée sur « vous aurez l'argent si vous vous convertissez à deux choses nouvelles ». Une, les sciences du comportement. Donc c'est ça qui a amené la psychologie en marketing. D'accord ? Il faut embaucher des psychologues, parce que ça aussi, ça venait de la guerre, la psychologie.
les sciences du comportement et puis les sciences quantitatives. Voilà. C'est complètement arbitraire. La Fondation Ford a embauché 2 économistes. Les économistes, ces économistes plutôt standards qui ont poussé leurs petits outils. Mais comme ils ont fait un concours pour avoir l'argent, en fait, tout le monde s'est engagé dans un test de la réforme. Et là, ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire cette gestion qui est très quantifiée, en fait. Hein, et souvent, les collègues s'en font une sorte de fierté professionnelle en disant nous on est rigoureux comme dans les sciences dures, etc. On applique des protocoles, on a des échantillons, on connaît bien les stats, etc. En fait, c'est un effet tardif d'une réforme d'un mécène. Et puis, donc tout ça, évidemment, a produit l'institutionnalisation avec l'apparition de journaux spécialisés, donc plutôt du côté des sciences de comportement, donc Journal of Marketing Research, Journal of Consumer Research, donc cette nouvelle branche qui s'est ouverte très centrée sur le consommateur, alors qu'avant on avait une approche globale des marchés. Il y avait des consommateurs, mais il y avait tous les intermédiaires, il y avait toutes les institutions, et la performance marchande était le résultat du bon agencement entre toutes ces ressources, et pas simplement de la psychologie du consommateur. Voilà. Mais il y a eu cette évolution, et donc il y a beaucoup. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de la consumer research, parce que c'est énorme. Et vous savez, en plus, les gens qu'on forme ici connaissent ça beaucoup mieux que moi. Il y a des tas de théories, de sous-courants. Et puis c'est bien, ça permet de publier parce que tous les 6 mois, il y a des nouvelles théories du consommateur qui apparaissent, etc. Mais je vous ferai observer une chose, c'est qu'il n'y a toujours pas de Journal of Market Technologies. C'est ce qui m'intéresse à titre personnel, les techniques marchandes. Voilà. Donc, on en est arrivé là, et aujourd'hui, finalement, apparaît quelque chose de nouveau, qui est ce que j'ai brièvement mentionné tout à l'heure, c'est l'univers du digital. J'ai un collègue qui était le directeur du Media Lab à Sciences Po, Dominique Boulier, qui montre que en fait, les sciences sociales, et ça vaut aussi pour les sciences de gestion, en fait, ont connu 3 âges. Il y a un âge où on s'intéressait à la société. Et donc à ce moment-là, on utilise des données plutôt de seconde main et des données publiques. C'est par exemple cette approche institutionnelle que j'ai décrite. Après, avec la théorie des sondages, on s'intéresse à l'opinion. Donc c'est plus du tout les mêmes discours parce qu'en fait on s'intéresse plus aux personnes et donc vous voyez c'est lié aux données disponibles. Donc avec la théorie des sondages, l'objet même des sciences sociales devient l'opinion et le marketing est très largement tributaire de cette histoire. Et il dit qu'aujourd'hui en fait on aborde un nouvel âge avec un nouveau type de données, on entre dans l'âge des traces. Voilà. Parce que toutes les activités humaines génèrent une quantité colossale, une espèce de chevelure de traces et donc ça crée une nouvelle manière d'appréhender le social. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire de ces traces? Et c'est très compliqué. Parce que souvent, c'est des traces, il y a de la traçabilité, mais on ne peut pas tellement remonter. Parce qu'il y a la protection des données personnelles. Et donc, qu'est-ce que je peux dire à partir de traces pour lesquelles souvent je n'ai pas les informations qui intéressaient beaucoup les sciences sociales, par exemple le niveau d'études, le genre, les revenus des gens qui les ont produites. Voilà. Et c'est là donc qu'intervient cette science des big data qui aspire ces traces et qui trouve des moyens technologiques en fait de les cartographier et de leur donner sens. Voilà. Et donc je dirais pour comprendre l'évolution du marketing aujourd'hui, il faut regarder quelles sont les formes concurrentes qui apparaissent, mais qui peuvent aussi devenir partie intégrante. Hein. Je sais, il y a du marketing digital. Le problème, c'est le niveau de l'expertise et l'accès aux données. Parce que si vous vous appelez Facebook, Amazon, enfin les GAFA, là, c'est pas pareil qu'un brave collègue comme vous et moi-même, avec la meilleure volonté du monde, on n'a pas accès à ces données-là. Donc on voudrait bien, mais on ne peut pas. Et donc la connaissance sur les marchés, aujourd'hui, c'est une connaissance qui est produite par des grandes entreprises privées, et elle est protégée, elle est secrète,
et donc ça pose un problème. Mais quand même, c'est intéressant. Je trouve qu'il faut avoir du respect pour ces nouvelles connaissances sur le marché, parce qu'on s'aperçoit par exemple que les informaticiens font une véritable sociologie du marché. Parce qu'ils sont amenés à faire des hypothèses. Par exemple, pour construire des systèmes de recommandation dans le marketing digital, par exemple, alors il y a plusieurs familles de logiciels qui ont été produits. Il y en a certains qui reposent sur un modèle qui semble emprunter à la sociologie. Et je le dis sans affection particulière, parce que je trouve que c'est un modèle assez réducteur, mais qui est un modèle autour de la routine, de l'habitude. En disant, dis-moi quels sont tes achats passés, et je te dirai qu'est-ce que tu as des chances d'acheter dans le futur. Voilà. C'est souvent assez drôle, parce que ces logiciels souvent vous proposent des choses que vous avez déjà, forcément. Hein. Donc c'est à la fois très efficace, et en même temps pas très bien pour développer les ventes. Il y a d'autres modèles qui, au contraire, reposent sur le réseau. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif, avec cette idée que dites-moi si vous avez consommé tel produit, on peut regarder quels sont ceux qui ont consommé des choses, la même chose et des choses analogues, et donc on vous propose voilà, par contamination, voilà, c'est du réseau. Et il y a une sociologie des réseaux aussi. Mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a des systèmes de recommandation qui reposent sur ce que les sociologues appelleraient de l'interactionnisme. Imaginez que vous êtes, vous intervenez pour le e-commerce et vous n'avez pas accès à quelque historique d'achat que ce soit pour les consommateurs qui se présentent, donc vous ne les connaissez pas, mais en même temps, les gens ils sont devant un ordinateur, ils interagissent avec. Donc en fait, on peut étudier l'interaction entre la personne et l'ordinateur et inférer des choses du comportement de la souris. C'est Grégoras là avec de Vatix. Et donc c'est un modèle interactionniste. Je peux, par exemple, si la souris marque des hésitations, penser qu'il risque d'y avoir un abandon et donc glisser une bannière pour relancer la vente. Donc voilà, ça c'est des modèles où on aurait... Alors en fait aujourd'hui, les systèmes de recommandation mélangent ces différentes approches et même en fait s'en passent complètement. Hein, parce que la dernière famille d'outils, c'est le machine learning, qui est un véritable défi pour les sciences sociales. Hein. Et quand je dis sciences sociales, je l'emploie... dans un sens, pourrait englober le marketing et par exemple la sociologie. Hein. Parce que jusqu'à présent, on avait toujours l'impression dans les sciences sociales que pour comprendre, ou quand on est dans un registre plus appliqué, pour anticiper des comportements, il faut, enfin, pour saisir le fonctionnement d'un marché, il faut le comprendre. Il faut qu'il y ait du sens. Et donc, c'est pour ça qu'on produit autant de théories sur le marché. Machine learning, c'est la fin de la théorie. Simplement, on brasse des données, on s'aperçoit qu'il y a des corrélations entre différents... Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui achète des bananes, très souvent, ces gens-là, en même temps, quand ils font leur shopping, achètent de la nourriture pour poissons rouges. C'est très difficile de théoriser le lien entre les deux. Mais on s'en fiche, il y a ce lien et on peut l'utiliser pour glisser des promotions, par exemple sur la nourriture de poisson rouge. Voilà. Et donc il y a ça aussi qui c'est un vrai défi parce que ça fait effondrer tout le patrimoine qu'on essaye de construire en termes d'intellection des marchés. Voilà. Donc ce que je voudrais simplement, c'est à partir de là, justement, moi-même, en rajouter un peu sur la mise en cause du savoir sur le consommateur, pour faire semblant de dire que le marketing est en danger.
Et donc, je voudrais être un petit peu provoquant vis-à-vis de la consumer research. Et en disant qu'on a tendance à confondre consommation et consommateur. L'idée, c'est, je m'intéresse à la consommation. Qu'est-ce qui fait que les choses sont consommées? Ben, si je veux savoir pourquoi les choses sont consommées, il faut que j'étudie les consommateurs. Ça paraît tellement évident qu'on va trop vite. Donc c'est très affectueux, là, ce que j'ai mis au tableau. Là, si je reprends le proverbe chinois, hein, c'est les Chinois qui vous insultent, c'est pas moi. Hein, d'accord? Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Quand un consommateur montre un emballage sur une étagère, l'imbécile, le spécialiste de consumer research, mais je me mets dedans, hein, parce que je suis sociologue des marchés, hein, et je critique ma propre discipline. C'est parce qu'il y a une sociologie de la consommation aussi. Et donc on pense que pour comprendre pourquoi tel produit est choisi, il faut absolument remonter le doigt et aller dans le cerveau. Et puis les sociologues, ils vont encore plus loin parce qu'ils sortent du cerveau, ils vont voir tous les liens sociaux, les routines, l'appartenance au collectif, etc. Alors qu'en fait, beaucoup de ce qui se fait l'attachement entre un consommateur et un produit se joue autour. Et donc, en fait, c'est un triptyque. C'est-à-dire, vous avez des dispositifs marchands. Et donc, je n'ai pas le temps aujourd'hui, on pourra peut-être dans la discussion vous expliquer comment étudier la manière dont sont dessinés, hein, les emballages, permet de comprendre beaucoup de ce qui se passe dans les choix de consommation. Mais en marketing, il y a très peu d'études sur les techniques marchandes. Et puis, bien sûr, il y a les professionnels du marché, hein, qui contribuent aussi à configurer la relation. Et il me semble que pour bien comprendre la consommation, en fait, il faut avoir un regard attentif sur ces trois pôles. Hein. Je ne suis pas extrémiste, c'est-à-dire je pense que inclure les consommateurs, bien sûr, sont très importants, mais il y a, pour reprendre un terme de Bruno Latour, les emballages nous font choisir. Ce ne serait pas l'alternative entre soit je choisis, si je dis je choisis, c'est je suis en total contrôle, soit l'emballage me choisit, c'est du déterminisme technologique, c'est tout aussi absurde, parce que c'est moi qui fais quelque chose. Mais je ne le fais pas tout seul. Donc, il y a des dispositifs qui me font choisir. Et d'une manière autrement. Et finalement, les économistes aujourd'hui soutiennent ça, par exemple, avec la théorie des nudges du monsieur qui vient de prendre le prix Nobel. Et comme je sais qu'ici, on vénère les récipiendaires des prix Nobel, Thaler a fait des travaux quand même intéressants. D'accord? Voilà. Donc ça, oui, ça j'avais sauté. Là, c'est juste, je me suis trompé dans l'ordre de mon exposé, mais c'est pour vous montrer que le côté, vous avez choisi, vous vous intéressez à ça, vous pourriez être intéressé, c'est absurde. Par exemple, Amazon me conseille de lire mes propres livres. Voilà. Donc, ce que je propose finalement, c'est de revenir en arrière un peu pour aller de l'avant. Donc, je vous tiens à signaler, je fais un peu de la pub, moi aussi, dans le sens du marketing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vaste production en sociologie économique sur le fonctionnement des marchés, avec de très belles monographies. Hein. Bon, ça comprend tout, par exemple, les marchés financiers avec McKinsey et Milo, Kaliskan, c'était sur le marché du coton, mais c'est intéressant, aujourd'hui, la sociologie économique, les travaux qui sont faits ressemblent beaucoup au marketing des années 30, hein, c'est-à-dire de belles monographies de marché. Et ensuite, il y a des collègues qui sont des chercheurs en marketing, qui ont publié des ouvrages qui ont été remarqués, notamment ces deux ouvrages, Reconnecting Marketing to Market et Inside Marketing, qui ont été tous deux publiés chez Oxford University Press et qui tiennent qui soutiennent ce programme de recherche que pour que le marketing ne perde pas la main sur la manière dont fonctionnent les marchés, il faut étudier comment le marketing se fait. Et donc, par exemple, dans ces livres, vous avez des très belles monographies sur la conduite de focus group dans des entreprises, sur voilà, le marketing tel qu'il se fait.
pas tel qu'il s'enseigne. Et c'est très intéressant pour comprendre, parce que c'est performatif en fait. C'est les manières de faire qui transforment les marchés. Voilà. Et puis après, un autre livre qui porte sur les implications, des implications politiques du fonctionnement des marchés, c'est Concern Markets. Il faut savoir, il y a un gros groupe de recherche qui organise une conférence biannuelle sur les Market Studies. Et puis, dernièrement, moi, petite personnelle, parce que j'aime bien les jeux de mots, je plaide pour c'est pas un passage, c'est une extension de l'étude du marketing à l'étude des market things. Voilà, des choses du marché, tous les dispositifs techniques qui sont présentés qui instrumentent la relation marchande. Je voudrais justement donc plaider pour ma paroisse en disant qu'on peut avoir intérêt, c'est ce que je vous propose, à replacer le marketing dans ce que j'appelle le marché des dispositifs marchands. C'est-à-dire, on vend des techniques pour vendre. Donc, le marché des dispositifs marchands, c'est vendre des techniques pour... Alors, comment... Donc, en fait, on vend des produits ou des services. Donc, c'est un marché B2B à des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, on va vous vendre des services de big data. Donc, on vend des produits ou des services en vertu de l'argument que ces produits sont censés permettre de vendre mieux et davantage. D'accord ? C'est des dispositifs marchands. On vous fait payer, vous, entreprise, des objets ou des services pour vendre. Alors, donc, ça, pour moi, ça couple deux choses qu'on avait tendance à dissocier. Le B2B d'un côté, le B2C de l'autre. Parce qu'en fait, ça inaugure du B2B2C, en encapsulant les deux. Avec l'idée que vous l'achèterez d'autant plus que vous pensez qu'avec ça, vous allez vendre. Mais vous voyez qu'il y a une petite astuce, parce que d'abord, vous l'aurez payé, et vous verrez qu'après, si ça vous permet de vendre. Donc, c'est une sorte de marché de la promesse. On vous fait une promesse, et donc du coup, c'est un peu ironique pour les clients, puisque dans un tel schéma, les premiers manipulés sont les candidats à la manipulation. Vous voulez attraper des consommateurs, donc vous attrapez des pièges à consommateurs, et donc vous êtes au moins les premiers piégés. Après, ça peut marcher. Et donc je voudrais simplement vous montrer, et du coup c'est très intéressant pour comprendre le fonctionnement des marchés, d'étudier ce marché-là. Il n'y a pas que des consommateurs sur les marchés. Je voudrais vous en donner deux exemples, et je terminerai sur ces deux exemples. Je ne sais pas combien il me reste de... Voilà. Après, je peux les développer longuement, mais je vais prendre un exemple ancien et un exemple high-tech. Parce que, en fait, je m'intéresse vraiment aux deux. J'ai fait des travaux sur, par exemple, l'usage des... bon, ça, ce n'est pas un QR code, c'est un data matrix, c'est parce que c'était en 2009, donc aujourd'hui, ça a disparu. Et puis, j'ai étudié aussi le développement des chariots de supermarché dans l'espace commercial aux États-Unis. Les chariots de supermarché, c'est un objet assez fantastique parce qu'il y en a partout. Souvent, ça sert de symbole même. Vous allez sur un site électronique, il y a un panier et c'est un chariot à roulettes. Donc, c'est quand même un... Même si dans les manuels de marketing, vous ne trouvez pas une ligne sur les chariots de supermarché, mais en même temps, ça a soutenu l'économie de masse. Donc, on se dit, voilà un objet avec une sorte d'évidence, un objet nécessaire à l'accomplissement de la consommation. En fait, ça a été vendu comme un gadget à des gens qui n'en avaient absolument pas besoin. Parce qu'il est apparu en 1936, à une époque où 87% des magasins étaient encore de la vente au service, enfin au comptoir, dans des surfaces de vente qui excédaient rarement les 100 mètres carrés. C'était plutôt 50. Mais donc, le marché des inventeurs de chariots de supermarché, ce n'est pas les supermarchés, ils n'existaient pas encore. C'est des toutes petites boutiques pour lesquelles c'est parfaitement inutile. Mais on développe un argument. Alors, c'est intéressant de lire les publicités qui ont été faites. En fait, on s'adresse autant aux professionnels qu'aux consommateurs. Il y a des avantages pour les professionnels. Par exemple, c'est pas de risque sanitaire. C'est-à-dire, c'est en acier, donc ça risque moins de souiller la marchandise. Voilà. Après aussi, avec ça, vous allez pouvoir préparer vos commandes plus facilement.
Donc finalement, ça a été vendu comme un outil du service. Vous voyez, c'est comme chez Amazon, dans les immenses hangars, vous passez, parce qu'à l'époque, on fait énormément de ventes, dans les années 20, une part colossale des ventes par téléphone. Donc ce qu'on nous dit aujourd'hui, la vente par Internet, bon, ce n'était pas Internet, mais la vente en ligne, enfin, c'était très très développé aux États-Unis. Donc on préparait ses commandes. Et puis, bien sûr, la promesse, c'est que vos consommateurs auront moins de peine et pourront emporter davantage. Donc, c'est bien ça. Et donc, ils les ont achetés. Et l'objet lui-même, finalement, transforme l'espace de la consommation. Mais parfois dans un sens imprévu, parce que vous dites, oui, mais c'est juste un accroissement des capacités. Mais en même temps, vous pouvez rester plus longtemps, parce que c'est moins fatigant. Et donc, du coup, ça sert de support à l'accroissement des surfaces de vente. D'accord ? Ça, c'est ce qui est prévisible. Mais ce qui n'était pas prévu, par exemple, c'est que les gens vont s'en servir pour transporter leurs enfants, les mettre dedans. Ils sont tout petits. Comme ceux qui sont présents, là, on les a réinventés, ceux-là. Personne ne sait qu'ils existaient dans les années 30, avec 2 paniers. Des enfants, si on met les enfants dedans, il n'y a plus rien pour mettre la marchandise. Donc c'est pour ça qu'ils les ont transformés. Et voilà comment ça se passe, les transformations du marché. Ce n'est pas juste le contrôle des clients. Les clients font des choses imprévues. Et même, à l'époque, il n'y avait pas d'enfants dans les espaces de vente, et donc ça a permis d'élargir à la famille. Donc ça, c'est pour vous montrer l'intérêt, si je veux comprendre les marchés, d'étudier des technologies anciennes. Et donc je termine sur mon deuxième exemple, les QR codes. En fait, nous, on a fait une enquête sur l'usage des QR codes en 2009, c'est-à-dire quand ça a commencé à peine. C'était autour, je ne raconte pas pourquoi, mais c'était pour accéder à des informations sur le vin qu'on ne peut pas mettre sur l'étiquette. Et si vous faites une enquête classique, on l'a fait l'enquête classique par questionnaire auprès d'un échantillon représentatif, et la propension à utiliser le dispositif qu'on ne connaissait pas, mais on vous dit, grâce à ça, vous allez pouvoir accéder à des informations, est très élevée. Les gens se disent, pourquoi pas. On a fait par contre des focus group où on a mis aux prises les consommateurs avec les téléphones, les bouteilles où il y avait un code, etc. Les focus group, catastrophe. Ça ne marche pas. Donc la question, vous voyez, si vous voulez expliquer comment une technologie va s'inscrire dans les pratiques, souvent si vous demandez aux consommateurs ou si vous étudiez la pratique, vous allez avoir 2 réponses qui sont complètement différentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, c'est un agencement socio-technique et le comportement du téléphone lui-même joue un grand rôle. Et il n'y a pas simplement les consommateurs, quand on dit il y a un truc qui va vous permettre d'accéder à des informations, ils le croient. Mais ça dépend de l'éclairage. Or, un téléphone projette toujours sa propre ombre. Donc en fait, ça dépend de la qualité du réseau. Ça dépend de savoir comment il faut orienter le téléphone. Et en fait, ce qui résiste parfois à une nouvelle pratique, ce n'est pas les consommateurs, c'est les dispositifs techniques. D'accord ? Bon, je m'arrête là, j'avais une conclusion générale, mais voilà, qui plaidait un peu sur d'où vient le marketing, qu'est-ce qu'on fait, dans quoi on s'en fait avec des œillères, et parfois, qu'est-ce qu'on pourrait un peu regarder autour pour renouveler. Voilà. Je vous remercie.